Bonjour et bonsoir pour ceux qui sont un petit peu en décalage horaire. J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis Achille Tchabou, je suis le coordinateur de la plateforme Les Hôpitaux et moi et je suis là aujourd'hui accompagné d'un invité pour vous parler d'un sujet dont on parle depuis quelques jours maintenant, c'est le sujet qui concerne le rein. Et aujourd'hui nous allons discuter un peu plus avec un spécialiste du sujet. Nous en avons parlé un petit peu sur nos différentes plateformes, essayer de vous expliquer un petit peu c'est quoi, de vous parler un petit peu c'est quoi cet organe pair là qui ressemble à un haricot, pourquoi est-ce qu'il est très important. Et nous avons eu l'honneur aujourd'hui, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un spécialiste qui va nous donner un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet-là du rein et surtout de comment on prend soin. On parlera un petit peu des maladies qui peuvent toucher le rein et on parlera aussi un petit peu de la dialyse qui est un traitement de la maladie, d'une des maladies rénales dont le spécialiste va parler tout à l'heure. Alors, sans trop monopoliser la parole, je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour docteur Amekoudi. Bonjour Achille, comment vas-tu? Bien, merci. Alors, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis Iram Amekoudi, je suis néphrologue. Je suis enseignant d'université à l'université de Cara, c'est à 420 km de Lomé. Je suis également praticien hospitalier, je suis au CHU Cara, donc dans la même ville de Cara. Ok, super. Vous êtes le spécialiste du rein. À ce qu'il paraît, vous êtes le néphrologue. Alors, c'est qui le néphrologue? Le néphrologue, c'est vrai que le nom paraît un peu compliqué. Ça vient de néphron qui est une petite unité au niveau du rein qui fait tout. Et néphrologue, c'est celui qui s'occupe des maladies rénales, c'est celui qui s'occupe des mauvais fonctionnements du rein. En réalité, on ne s'occupe pas que de quand le rein est malade, mais on s'occupe également de toutes les maladies qui peuvent rendre le rein malade, donc de la prévention du rein malade et du traitement du rein malade, donc des maladies qui vont découler, des complications qui vont découler. C'est ça le rôle du néphrologue. Voilà, et j'aime bien, comme vous dites, hein, ça veut dire que vous n'êtes pas le spécialiste qui attend forcément qu'une personne soit malade de son rein avant que vous n'agissiez en fait. Vous êtes depuis la prévention de tout ce qui concerne les affections ou tout ce qui peut toucher au rein. Exactement. Il faut dire que de plus en plus, les néphrologues travaillent dans la prévention parce que malheureusement, quand les affections rénales sont là déjà et quand elles traînent un peu, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, on a compris qu'il faut travailler avant que ces maladies ne soient là. Mais ça ne veut pas dire que quand les maladies sont là, on délaisse les patients non plus. Donc, quand les maladies sont là, on suit les patients, on fait tout pour que ça ne évolue pas très rapidement. Et voilà, quand ça évolue également, on est là pour qu'il n'y ait pas de complications. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet en même temps. Dites-nous un petit peu, c'est quoi le rein? Exactement, c'est quoi le rein? Le rein, c'est comme tu l'as dit au départ, hein, c'est un organe qui ressemble à un haricot. C'est vraiment la forme du haricot. C'est très petit comparativement à tout le reste de l'organisme. C'est 150 grammes chaque rein. J'ai dit chaque rein parce qu'on en a des deux côtés des colonnes vertébrales. De la colonne vertébrale, on a un rein. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un organe pair. Et il faut comprendre que c'est ce petit organe de 150 grammes, imaginons chez un adulte de presque 60-70 kilos, ce petit organe, il joue beaucoup de rôles et voilà, il va filtrer le sang, il va produire des globules rouges, il va solidifier les os. Donc vraiment c'est un petit organe, mais c'est un organe qui est vraiment très important. Voilà, je crois que vous avez touché un petit peu notre deuxième question qui allait concerner essentiellement les principaux rôles, je vais dire, du rein. Exactement. Oui, mais les fonctions du rein, c'est... Moi, j'ai l'habitude de schématiser en disant que le rein, c'est comme la mairie dans une ville. Okay. C'est que les gens réduisent les fonctions du rein
à la fonction d'épuration, c'est-à-dire enlever les déchets et les faire sortir dans les urines. Mais ce n'est pas que ça. Les reins, bien évidemment, comme la mairie les reins, ils vont jouer le rôle de voirie, ils vont nettoyer la ville et tout le reste. Mais il y a également un rôle d'organisation. C'est vraiment un organe hyper connecté aux autres organes. Le rein reçoit directement les informations du cerveau, il reçoit directement les informations du cœur. Et c'est pour cela que le rein a la capacité de réguler la pression artérielle. La pression artérielle, c'est la force que le sang prend pour circuler dans les tuyaux qui sont les artères en fait. Donc le rein a la capacité de dire c'est trop élevé, c'est trop bas, donc il faut que ça soit autour de, comme vous l'entendez souvent, 120 mm de mercure et tout. Le rein a la capacité de dire aujourd'hui il y a trop d'eau dans l'organisme, je vais faire sortir 2 litres, je vais garder juste 500 ml, ou de dire aujourd'hui il n'y a pas assez d'eau, je vais retenir les 2 litres. Donc il a la capacité de concentrer, de diluer les urines. Le rein a la capacité de trier tout ce qu'il y a comme ions. Vous en allez entendre parler du potassium, du sodium, du calcium, du phosphore, du magnésium, tout ce qu'on a comme sels minéraux, ions. Le rein, l'un des organes qui arrive à réguler cela, c'est vraiment une régulation très fine parce qu'il arrive à dire il faut faire sortir 1 millimole, il faut faire sortir. Parce que la concentration en fait de chaque ion au niveau de l'organisme est assez régulée, ça ne doit pas être ni trop grand ni trop petit. Exactement, l'organisme est dans un état d'équilibre permanent. Il faut que cela soit à l'équilibre pour que les muscles fonctionnent par exemple, il faut que cela soit à l'équilibre pour que notre système de coagulation se passe correctement. Et même notre système nerveux, tout ça. Voilà, tout cela se passe correctement. Donc, s'il y a des ions qui sont déréglés, c'est tout l'organisme qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, le rein a la capacité de contrôler cela, de dire je fais sortir telle quantité aujourd'hui, je garde telle. Mais il y a quelque chose que le rein fait formidablement, c'est également la production des globules rouges. Vous entendez parler des athlètes qui s'injectent l'érythropoïétine pour avoir beaucoup de globules rouges et être plus performants. En fait, ce qu'ils s'injectent l'érythropoïétine qui est synthétisée, c'est le rein qui les fabrique dans l'organisme en réalité. Et quand le rein les fabrique, c'est ce message qu'il va envoyer à l'usine de production de globules rouges pour dire aujourd'hui je veux telle quantité de globules rouges ou bien pour ce mois je veux telle quantité de globules rouges. Donc si le rein ne fonctionne pas, malheureusement le message ne part pas, il n'y a pas de globules rouges. Et on peut passer la journée à citer les fonctions des reins, mais vraiment il faut retenir cela, il faut retenir que le rein va épurer, il va faire sortir les déchets, il va produire les globules rouges, il va réguler la pression artérielle, il va également solidifier les os parce que sans le calcium, les os ne sont pas solidifiés. Mais pour que le calcium puisse être absorbé par les os, il faut qu'il y ait la vitamine D. Ce que nous produisons avec le soleil au niveau de la peau, cela n'est pas actif en réalité. Et il faut que les reins donnent le message pour que cela soit actif et pour que, bien évidemment, on puisse avoir ce calcium qui soit au niveau des os. Et utiliser. Waouh! C'est vrai que vous l'avez dit un petit peu, je ne vais pas dire ramasser, c'était vraiment un petit peu rentré dans les détails, mais je pense qu'on va peut-être faire un petit résumé en quelques lignes simplement pour les citer, pour que nos internautes puissent retenir grosso modo ces rôles-là, ces principales fonctions-là du rein. Je dirais que les internautes retiennent 2 essentiellement. Voilà. C'est le rôle d'épuration, c'est-à-dire de faire sortir les déchets. Et deuxième, c'est le rôle de production de globules rouges. Et voilà, de sécrétion de l'érythropoïétine. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ça amènera tout plein d'autres conséquences dont on parlera sûrement un peu plus tard. Alors, nous avons quelques questions, mais nous allons peut-être avancer un petit peu sur le questionnaire que nous avons avant de revenir sur les questions qu'on nous pose déjà. Alors, quelles peuvent être sommairement les grosses maladies qui peuvent toucher le rein? Mais c'est vraiment toutes les maladies, il faudrait qu'on le dise ainsi. Okay. C'est vraiment toutes les maladies qui peuvent toucher le rein parce que
Le rein, comme je le disais, c'est la mairie dans la ville. Et vous savez, hein, tout peut toucher la mairie, type une guerre civile, n'importe quoi, tout ce qui peut arriver dans la commune va toucher la mairie. C'est exactement la même chose. Et ce qui va faire que toutes les affections aiguës vont toucher le rein, que ce soit un paludisme, que ce soit une carie dentaire par exemple, que ce soit un panari ou que ce soit juste des oreillons chez les enfants, tout cela peut toucher les reins. C'est souvent quand on le dit ainsi, les gens te disent mais effectivement les oreillons peuvent toucher les reins. Oui, les oreillons peuvent toucher les reins, une carie dentaire peut toucher les reins. Et de la même manière, toutes les affections qui évoluent sur le long terme vont toucher les reins également. Toutes les affections chroniques, comme on le dit, vont toucher les reins. L'hypertension artérielle, c'est ce qui touche plus les reins au Togo et dans beaucoup de régions en Afrique et un peu partout dans le monde. Dans le monde, on a remarqué que c'est le diabète qui est la première affection qui touche les reins. Okay. Sur le long terme, en chronique, comme on le dit, c'est le diabète qui touche en premier les reins. Et de plus en plus en Afrique, la troisième cause de maladie rénale, c'est le VIH. Donc le VIH est une grande affection qui touche beaucoup d'organes, mais qui touche les reins. Et pour être dans l'actualité, le SARS-CoV-2, la maladie, la coronavirus touche les reins également. Donc c'est pour dire que tout touche les reins. En fait, les reins étant un peu au carrefour de beaucoup d'organes, ils seront touchés par les différents mécanismes. Et il y a un exemple que je donne souvent et qui est malheureux, c'est les femmes enceintes. Et les femmes enceintes, la grossesse qui est un événement heureux peut, dans différentes circonstances, entraîner une maladie rénale. Donc, vraiment, les reins, il n'y a pas d'affection précise, mais il y a un peu de tout avec quelques particularités. Super, merci beaucoup docteur. On a une question de monsieur Nat Djobo qui demande comment savoir qu'on a un problème rénal, comment savoir qu'on a un souci au niveau de ses reins. Ah oui, ça c'est la grande question, c'est ce qui fait que la néphrologie continue de se poser des questions. Okay. Et je dis ça pourquoi? Parce que les reins, comme le dit un de mes maîtres, c'est des organes sournois, c'est des organes, d'autres disent qui sont formidablement bien faits, à telle manière que quand les reins sont malades sur le long terme, les reins sont détruits à presque 80% avant qu'on ne sente les premiers signes. Donc le Nat doit savoir que les reins sont conçus pour maintenir l'équilibre jusqu'à ce qu'il n'y ait que 20% de leur capacité fonctionnelle, de leur capacité de travail. Donc c'est comme si vous êtes 10 à travailler dans une entreprise, on dit qu'il y a 8 qui partent en congé et que vous restez 2 à faire le même boulot de 10 personnes. Donc c'est ça en fait la capacité. On peut naître avec un rein, le seul rein travaille également. Alors les premiers symptômes apparaissent à ce moment et c'est des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques pour la maladie des reins. Il peut s'agir du gonflement du visage. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle les œdèmes, du gonflement des pieds. Vous-même vous chaussez du 44. Et du jour au lendemain, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à chausser du 44. Oui, parfois c'est que vous portez votre 44, votre pointure 44 le matin et le soir vous vous rendez compte que votre chaussure vous sert tellement qu'il faut l'enlever en fait. Et ça, c'est vraiment des signes qui doivent vous emmener à consulter. Il y a parfois du sang dans les urines, ce que nous appelons à l'hôpital l'huile hématurée, du sang dans les urines qui deviennent rouges, ou parfois des urines qui moussent comme si on avait versé du détergent quand on urine. C'est très subjectif, mais c'est des signes qui arrivent. Mais généralement, il faut savoir qu'on est très fatigué. On est fatigué parce que malheureusement, la quantité de sang n'est plus suffisante, il y a le taux d'hémoglobine diminue. Et parfois, quand c'est un événement brutal, quand c'est un événement, comme on le dit, aigu, c'est la quantité d'urine qui diminue. Vous urinez normalement à peu près 1 litre par jour et du jour au lendemain, vous constatez que vous urinez à peine la moitié, 500 millilitres. Donc, voilà des signes qui doivent vous orienter, qui doivent alerter pour qu'on puisse consulter rapidement. Voilà, donc je pense que vous avez
une idée un petit peu, je pense que M. Nata a une idée un petit peu de ces ensembles de signes-là peut-être, si vous permettez, docteur, de la reciter encore un peu plus rapidement pour qu'une personne puisse être alertée. C'est vrai que vous l'avez dit, ce n'est pas... ces signes ne sont pas spécifiques, ça ne veut pas dire que si vous avez forcément un de ces signes, dont le gonflement au niveau du visage, au niveau des mains, votre urine qui mousse un peu, ou vous urinez un peu plus ou un peu moins peut-être que d'habitude, ça ne veut pas forcément dire que c'est le rein, mais c'est des signes en tout cas qui doivent permettre à la personne de se rendre, on va dire, à l'hôpital. Déjà sans aller peut-être directement vous voir, vous, le spécialiste du rein. Alors, il y a Madame Rose qui a posé une question qui va avec ce dont vous parlez tout à l'heure. L'hypertension artérielle en Afrique touche un peu plus le rein, oui, c'est ce qu'elle a dit. Et qu'est-ce qui peut causer ça en fait? Je pense qu'elle veut savoir ce qui cause un peu plus la recrudescence de l'hypertension artérielle chez nous en Afrique. Elle demande si c'est les médicaments ou si c'est autre chose. L'hypertension artérielle, actuellement, on sait que c'est un ensemble de choses qui entraînent l'hypertension artérielle. Il y a le mode de vie. Il a été constaté qu'on mange trop de sel. Selon les recommandations, selon les travaux qui ont été effectués, il faut que chacun mange à peu près 6 grammes de sel par jour. Mais en Afrique de l'Ouest en général, il y a plusieurs travaux qui montrent que nous mangeons 2 fois, presque 3 fois plus. 12 grammes de sel, 18 grammes de sel. Oui, donc ce qui fait que chaque fois qu'il y a du sel, il faut que le sang, il faut qu'il y ait une forte pression du sang pour pouvoir chasser l'excès de sel. Donc il faut qu'il y ait une tension artérielle élevée pour pouvoir chasser l'excès. Tout ça, c'est vraiment un système d'adaptation en fait. Oui, c'est l'organisme qui doit s'adapter à notre mode de vie. Notre mode de vie également, c'est de plus en plus la sédentarité, c'est-à-dire qu'on reste trop sur place, on est habitué à prendre la moto, à prendre la voiture. Donc le fait de ne pas faire des activités vont faire que les tuyaux dans lesquels le sang circule vont devenir très rigides et les artères qui deviennent rigides ne vont plus avoir la capacité de se battre et de faire circuler le sang de façon normale. Donc ça va faire que bien évidemment la tension artérielle va s'élever. Le stress permanent, que ce soit professionnel, que ce soit familial, va faire qu'il y a certains hormones qui vont être sécrétés de façon exagérée. Donc il y a tous ces éléments qui vont faire que de plus en plus il y a des hypertendus en Afrique. Et de plus en plus, l'hypertension artérielle commence jeune, chez les sujets jeunes. Mais bien évidemment, il y a des maladies qui sont organiques, c'est-à-dire qui sont des défauts d'organes qui vont entraîner cette hypertension artérielle et on ne va pas rentrer dans ces détails. Dans ces détails-là aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'on a compris. Hein. C'est vrai qu'on a un peu plus de risques, on va dire, chez nous, un peu en Afrique, de développer une hypertension artérielle à cause essentiellement de notre mode de vie. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des petits signes qu'on peut avoir qui peuvent alerter d'une maladie rénale ou pas. Il y a une question qui demandait est-ce qu'il y a des facteurs qui permettent de déclencher soit en rapport avec les maladies dont on a parlé un peu plus tôt, voilà, je pense que c'est plus cela. S'il y a des facteurs qui peuvent déclencher des maladies rénales. Mais bien sûr que oui, il y a, les maladies rénales en soi sont des facteurs et il y a des facteurs qui vont aggraver ces maladies rénales. Imaginons la drépanocytose par exemple. La drépanocytose n'est pas une maladie rénale, mais c'est un facteur de risque de maladie rénale. Vous savez tout ce qu'on appelle la drépanocytose. On appelle chez nous communément hématie. C'est un enfant qui va naître, pas de sa faute, pas de la faute de ses parents, mais sur l'arbre généalogique des défauts de compilation des globules rouges qui sont mal formés et qui vont aller se casser, se boucher les vaisseaux. Et cela, quand ça arrive une fois, 2 fois, plusieurs fois, malheureusement, les débris là vont parfois boucher les vaisseaux qui sont au niveau rénal et qui vont entraîner une maladie rénale sur le long terme. Donc, c'est des facteurs, c'est juste un exemple. Et il y a plein de maladies génétiques ainsi qui vont entraîner une fragilité de la personne à faire des maladies rénales. Alors, imaginons cet enfant qui a une drépanocytose, qui a déjà des reins fragiles, qui a une fille à 17 ans qui commence à faire une infection urinaire. Cette fille-là, elle
a plusieurs fois plus de risques de faire une maladie rénale grave qu'un individu X qui n'en a pas fait de drépanocytose, par exemple. Donc, il y a cela et il y a tout ce que je viens de dire, notre mode de vie qui va faire qu'on va développer un diabète. On va développer un diabète tout simplement parce qu'on ne fait plus d'activité physique, on va être sujet à faire une intolérance au glucose et donc à l'âge de 40 ans on devient un peu rondelet et quand on commence à développer le diabète, on a un facteur de risque de maladie rénale. On a un facteur de risque de maladie rénale si par exemple on est avec un rein, ce qu'on dit... qu'on appelle dans notre jargon un rein unique fonctionnel. Ce n'est pas de votre faute, mais malheureusement, vous êtes né avec un seul rein qui fonctionne. Donc, vous êtes plus à risque de faire une maladie rénale grave que quelqu'un qui a les deux reins qui fonctionnent. Donc, il y a de ces facteurs qui vont faire qu'un individu X va faire plus de maladies rénales qu'un individu Y. Et aujourd'hui, je répète encore aujourd'hui, chez nous au Togo, on a constaté que le VIH est un facteur de risque de maladie rénale. Le VIH d'abord parce que le virus même va entraîner la maladie rénale et ensuite parce que parfois il y a d'autres affections opportunistes qui vont venir entraîner la maladie rénale chez le patient VIH, sans oublier qu'il y a des médicaments on n'insistera pas là-dessus. Je pense que oui, médicaments, oui, on en parlera quand même. On en parlera quand même un peu plus tard parce que ça a sûrement un rapport avec les maladies rénales. Alors, il y a Madame Rose qui insiste un petit peu sur sa question. Elle dit, bien entendu, les hypertendus ont souvent un régime strict, moins de sel, moins de sucre, moins d'huile et tout. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on fait trop gaver qu'on nous fait trop gaver de médicaments ici en Afrique? On nous fait trop gaver de médicaments partout, que ce soit en Afrique ou ailleurs. On nous fait gaver de médicaments et vous allez voir que quand vous irez voir le néphrologue, il a tendance à supprimer certains médicaments. Mais on supprime que les médicaments qui ne sont pas essentiels. Et il faut comprendre, il faut que les gens comprennent en général que l'hypertension artérielle, ce n'est pas une maladie banale. Ce n'est pas une maladie banale et il ne faudrait pas s'amuser avec l'hypertension artérielle. Parce que les conséquences sont dangereuses. Quand on a une hypertension artérielle, il faut savoir que nos trois organes les plus nobles sont en danger. Les reins, le cœur et le cerveau. Ils sont en danger permanent. Ils sont en danger à tout moment parce que les reins, quand ils s'arrêtent, ils s'arrêtent. Le cœur, quand il s'arrête, il s'arrête. Le cerveau, quand il s'arrête, il s'arrête. Alors, il ne faut pas blaguer en disant aujourd'hui, ma tension artérielle est normale, je ne prends pas de médicaments. Voilà. Ce n'est pas responsable. Je pense qu'il faudrait qu'on comprenne que c'est une maladie chronique. C'est une maladie qui ne va pas finir et c'est les médicaments qui font que la tension artérielle est normale. Donc, il faudrait qu'on prenne les médicaments, il faudrait qu'on suive le mode de vie qu'on nous a donné à suivre et il faudrait bien évidemment protéger ces organes-là. Alors, il faut savoir que de plus en plus, on vit longtemps. C'est une évidence, on vit de plus en plus longtemps. Donc, on est plus sujet à faire des maladies. Donc, c'est un peu normal qu'on prenne plus de médicaments. Et ce n'est pas bien forcément, mais je crois que parfois c'est nécessaire. Alors, vous avez fait un clin d'œil sur l'hypertension artérielle, c'est vrai. Souvent, on a tendance à remarquer des patients qui, parce qu'ils ont pris le médicament pendant un moment et parce que la tension a eu tendance à baisser, ils se disent qu'ils n'en ont plus besoin, qu'ils sont guéris aujourd'hui et que le trop-plein en griffe de médicaments va leur faire plus de mal que l'hypertension en elle-même. Donc, je pense que ça a été l'occasion pour vous de rappeler qu'en fait, c'est le médicament qui fait baisser la tension et ce n'est pas une guérison totale en soi, en fait. Non, voilà. On n'en guérit pas. Okay. On n'en guérit pas. Il faut que ce soit clair parce que malheureusement, quand le processus est installé, bien évidemment, on peut venir à l'hôpital parfois et que les médicaments sont, je vais dire, exagérés au point où la pression artérielle va descendre de façon exagérée ou dans d'autres circonstances, la pression artérielle sera anormalement bas. Le médecin va vous dire stoppez-moi ça, stoppez cela pendant telle période, revenez pour que je vois. Et vous savez, il faut qu'on se le dise, la médecine n'est pas une science exacte. Je ne peux pas savoir si je vous donne tel médicament, si la pression artérielle va baisser de telle quantité.
Donc, je me fais une idée là-dessus, mais je ne le sais pas de façon très exacte. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va avancer sur notre questionnaire. Qui doit-on voir quand on a nos premiers symptômes dont vous avez parlé peut-être tout à l'heure, qui a un rapport avec, le rein, je vais dire, on griffe, mais qui doit-on voir quand on commence par sentir ces petits symptômes-là? Le médecin généraliste, n'importe quel médecin généraliste, ou chez nous, dans notre contexte, l'assistant médical du coin, ou si on est encore plus reculé, un infirmier, n'importe quel agent de santé, même si c'est... le plus important, c'est de se diriger à l'hôpital, moi je pense. Moi je pense que le plus important, c'est de se diriger à l'hôpital. Et dans les pays où le système de santé est plus organisé, on a un médecin généraliste, on a un médecin de famille, un coup de fil suffirait. Mais je pense que dans notre système de santé tel qu'il est organisé, même dans les unités de soins périphériques, il y a un agent de santé qui est là pour conseiller, qui est là pour orienter. Et je pense que c'est lieu de le dire. Il faudrait que ces agents de santé également orientent rapidement pour que le patient ne traîne pas sur son parcours de soins. Merci beaucoup, docteur. Alors, comme prochaine question, quels sont les examens à côté, quels sont les examens, les analyses et tout qu'on peut demander à une personne quand on la suspecte de développer une maladie rénale, par exemple? Moi, je dis toujours qu'il n'y a qu'un seul... en fait, avec 1000 francs, 1500 francs, on peut imaginer beaucoup de choses. Okay. Avec 1000 francs, 1500 francs, on peut imaginer déjà que les reins souffrent et qu'ils vont souffrir. Alors, il y a ce qu'on appelle la bandelette urinaire. Ça ne coûte vraiment pas grand-chose. Avec la bandelette urinaire, on peut imaginer, c'est quelque chose qui se faisait antérieurement. Et là, actuellement, on ne le fait plus parce que les pouvoirs publics l'ont supprimé ou je pense que nous-mêmes, les médecins, on a baissé le garde. Et la bandelette urinaire, pas la bandelette urinaire à 2 paramètres, mais la bandelette urinaire à 10 paramètres, il suffit une petite bandelette qu'on trempe dans les urines. Au bout d'une minute, on a une comparaison colorimétrique qui nous dit on a plus d'albumine, on a un peu de leucocytes ou un peu d'hématies dans les urines. Ça oriente. Mais il y a un examen simple à l'hôpital qu'on fait qui coûte 1000 francs, c'est la créatinine. C'est un dosage de sang. Quand on le fait le matin, on a les résultats le soir. Donc la créatinine ne coûte rien du tout. Quand on vient à l'hôpital, on dit je vais faire une créatinine, on vous pique le sang et c'est une biochimie. On fait l'examen le matin, on a le résultat le soir. Mais bien évidemment, il y a plus de subtilité. C'est vrai que je le dis de façon très facile, mais il y a plus de subtilité en fonction de tout ce qu'on a comme antécédent ou comme autre maladie. Je ne ferai pas que ces 2 examens chez quelqu'un qui est hypertendu ou chez quelqu'un qui est diabétique ou chez quelqu'un qui a déjà une infection urinaire ou quelque chose d'autre. Mais de façon générale, pour le commun des mortels, pour toute la population, une bandelette urinaire et une créatinine suffit largement pour imaginer beaucoup de choses. Alors, ça veut dire que est-ce que vous conseillez maintenant à la population, à nos internautes, qu'une fois par an, je dis peut-être n'importe quoi, qu'ils puissent justement aller vérifier ces paramètres-là, si c'est soit la bandelette ou soit la créatinine dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui, mais de façon très systématique, il y a des groupes de patients qui doivent le faire. Okay. Les hypertendus, les diabétiques, les patients VIH, les patients drépanocytaires, les patients qui ont une pathologie tumorale, c'est-à-dire un cancer. De façon très systématique, ils doivent faire cela. Et ce n'est pas je vais dire, accessoire. Il faut que dans leur contrôle annuellement, qu'ils le fassent. Mais non, je dirais, il y a un autre groupe de patients, quand on a plus de 65 ans, il faut le faire également, de façon très systématique, une fois par an. De façon très systématique, une fois par an, ça ne coûte rien d'aller faire une bandelette urinaire et une créatinine. Troisième groupe de patients, pour pouvoir prévenir, ce sont les enfants. De façon très systématique, une fois par an, les enfants, il faut leur faire au moins une bandelette. Les enfants jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de, je vais dire, toute l'école primaire, c'est-à-dire 10 ans, il faut leur faire une bandelette urinaire. Au moins chaque année. Ce serait même très bien que aujourd'hui, que notre éducation primaire décide que chaque année, que chaque enfant, comme on le fait pour la vaccination,
qu'on dise que chaque année, chaque enfant puisse faire une bandelette urinaire. Parce que plusieurs cas de maladies rénales que vous avez à traiter plus tard viennent en fait de ce qui a commencé très tôt. Exactement, comme vous le dites. Parce que c'est quelque chose qui évolue sur 10, 20, 30, 40 ans. Et une fois qu'on l'aurait détecté il y a 40 ans, on aurait pris des précautions en fait, il y a 40 ans. Donc, ce serait très bien que jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'au CM2, de façon très systématique, qu'on fasse une bandelette urinaire. Maintenant, pour tout le reste de la population, mais pourquoi pas une fois chaque 2 ans ou chaque 2 ans, voilà, je le dis ainsi parce que chaque 2 ans, il faut faire un bilan. Oui, pourquoi pas. D'accord. Alors, on avait fait, les hôpitaux m'avaient fait une petite infographie qui situait un petit peu, voilà, on va dire un petit peu le petit groupe à risque dont vous avez parlé, qui devrait un peu plus que les autres faire régulièrement un check-up, faire régulièrement un petit bilan rénal. Alors, vous avez parlé des maladies ou on va dire des affections médicales qui concernent le rein, mais est-ce que vous êtes aussi en charge des affections chirurgicales? Parce que nous savons qu'il y a peut-être deux types d'affections qui peuvent toucher le rein, mais est-ce que vous êtes aussi en charge des affections chirurgicales qui peuvent concerner le rein? Non, on peut dire le chirurgien de l'arbre urinaire, c'est l'urologue. Okay. Donc, l'urologue va s'occuper de tout l'arbre urinaire, en réalité, sauf les reins, mais de façon chirurgicale. Mais on travaille toujours de concert, on travaille toujours ensemble parce que plusieurs affections chirurgicales ou d'ordre urologique, comme on le dit, ont une répercussion néphrologique. Donc, ils vont entraîner une répercussion médicale sur les reins. Donc, bien évidemment, nous ne faisons pas de chirurgie, mais nous prenons en charge ces patients qui vont avoir une affection chirurgicale. Donc, l'urologue et le chirurgien, si on peut le dire ainsi, de l'arbre urinaire. Ok, super. Nous allons peut-être parler un petit peu de moyens de traitement aujourd'hui. C'est quoi les ensembles quels sont ces moyens de traitement là que vous utilisez aujourd'hui pour traiter la plupart des maladies rénales? Mais je pense que le premier moyen de traitement, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est la prévention. Okay. C'est la prévention parce que tout traitement commence par là. Il faudrait que les gens puissent comprendre que avoir un diabète, ce n'est pas anodin. Avoir une hypertension artérielle, ce n'est pas anodin. Avoir le VIH, ce n'est pas anodin. Et que toutes ces affections vont entraîner, si elles sont mal prises en charge, une affection rénale. Et que il faudrait prendre en charge en amont ces affections de façon correcte. Oui. Donc la prévention est le premier traitement en néphrologie et nous insistons là-dessus pour que les patients ne viennent pas compliqués. Et nous insistons également là-dessus chez nos collègues parce que ce n'est pas au Togo seulement, ce n'est pas en Afrique seulement, mais même dans les pays, je vais dire, à économie plus développée, on constate que les patients en néphrologie arrivent très en retard. Il y a plein de travaux aux États-Unis, en France, qui situent que les patients, 50% des patients qui viennent chez le néphrologue viennent en retard. C'est-à-dire que voilà, ils viennent avec une perte de chance déjà. Alors, ce qui veut dire qu'il faudrait que nos collègues également envoient plus rapidement les patients, qu'ils appellent plus rapidement le néphrologue pour que le néphrologue puisse intervenir plus rapidement en amont. Alors, ceci dit, pour répondre à la question, quels sont les moyens que le néphrologue utilise aujourd'hui? C'est essentiellement les médicaments qui vont ralentir la progression de la maladie rénale. Et ces médicaments sont situés en plusieurs classes, que ce soit les antihypertensions, les médicaments de diabète, que ce soit les médicaments pour ralentir le cancer ou autre, le VIH et tout le reste. Tous ces médicaments vont ralentir la progression de la maladie rénale si elle est déjà là. Et maintenant, si la maladie rénale est là, qu'elle a évolué et qu'elle a entraîné ce qu'on appelle une insuffisance rénale, c'est-à-dire que les reins ne fonctionnent plus, et que cette insuffisance rénale a évolué également, au point où il y a des complications, il faudrait mettre la personne en traitement de suppléance, c'est-à-dire il faudrait remplacer le rôle des reins. Et comment remplacer le rôle des reins? Aujourd'hui, on a essentiellement
les techniques de dialyse. C'est plusieurs types de techniques de dialyse. Ce que nous connaissons le plus, c'est l'hémodialyse, où il y a un générateur, une petite machine qui filtre le sang. Et puis il y a les techniques, je vais dire, individuelles qu'on fait à la maison, ce qu'on appelle la dialyse péritonéale, on peut le faire à l'hôpital également, des techniques qui offrent plus de liberté. Et la meilleure technique ou les meilleures actuellement, c'est la greffe, c'est la transplantation. C'est-à-dire que quelqu'un, que ce soit votre frère, votre soeur, quelqu'un d'autre, chez le vivant, vous donne voilà, son rein, ou dans les pays à technologie plus développée, c'est des reins avec des donneurs cadavériques. Donc voilà. Ok, donc je pense que c'est en gros les moyens que vous utilisez en général. Ce qui me fait vous poser une question, est-ce que quand la maladie rénale est enclenchée, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à faire pour l'arrêter complètement ou tout ce qu'on peut faire c'est de ralentir sans avancer? Non, ça dépend de la maladie rénale, ça dépend de la maladie rénale. Et comme on vient de le dire, les maladies rénales sont de divers ordres. Et il y a des maladies rénales qui guérissent, si on peut le dire ainsi. Donc, une affection rénale aiguë va guérir. Je donne l'exemple d'un sujet qui a fait un accident de la voie publique, qui a tellement saigné que son rein s'est arrêté de fonctionner. Mais quand on va remplacer le volume de sang qu'il a perdu et quand on va faire certaines techniques qui vont permettre que le rein fonctionne, enfin le rein soit irrigué normalement, les reins vont retourner normalement. Donc il va plus ou moins guérir de son affection rénale. Mais quand c'est une maladie qui a eu le temps d'évoluer, qui détruit les reins de façon progressive, malheureusement, dans ce cas, le rein ne va pas guérir. Et c'est dans ce cas qu'on va parler d'une maladie rénale chronique. Et malheureusement, dans ce cas, le premier objectif du néphrologue, c'est de ralentir la progression de la maladie. Et pour que ça n'entraîne pas plus de dégâts. D'accord. En parlant de maladie, peut-être que nous allons parler un petit peu de l'insuffisance rénale. Ou ce que je vais plutôt faire, c'est de vous demander, en tant que praticien, quel est le motif de consultation que vous rencontrez le plus. Et ensuite, quelle est la maladie que vous rencontrez le plus en pratique chez nous ici? Oui, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, en fait, c'est une terminologie qui englobe... en fait, c'est comme je le dis souvent, c'est une terminologie un peu creuse, mais ça dit tout. C'est quand les reins n'arrivent plus à faire leur fonction. On a cité les fonctions au départ. Oui. On a dit que le rein, il a pour principale fonction d'épurer le sang. Mais quand le rein n'arrive plus à épurer le sang, quand on lui demande d'épurer, je dis n'importe quoi, quand on lui demande d'épurer 1000 litres de sang et qu'il n'épure que 200 millilitres, alors ça veut dire que le rein, il fait mal son travail, on va dire qu'il est insuffisant. Et quand le rein il est insuffisant, en fait, c'est le processus, c'est l'aboutissement d'une maladie en réalité. C'est l'aboutissement d'une maladie qui a entraîné cette insuffisance rénale. Et c'est le principal motif de consultation au Togo et dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde en néphrologie. Parce que, bien évidemment, c'est ce qui fait peur aux autres praticiens et aux patients. Et rapidement, ils envoient les patients vers vous. Alors, en parlant justement d'insuffisance rénale, quel est le traitement que vous utilisez généralement pour traiter les patients en insuffisance rénale? Non, mais c'est toujours ce que j'ai dit antérieurement. Et l'insuffisance rénale également va évoluer en différents stades. Et d'abord, il faut comprendre qu'il y en a deux types, comme on l'a dit tout de suite. Il y a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë, c'est que une affection aiguë, c'est comme un choléra, un enfant qui fait le choléra, qui a tellement... Je donne ces exemples banals pour que les gens puissent comprendre à quel point c'est fréquent. Le choléra qui peut, lui, une méningite. Voilà. C'est une affection aiguë. La méningite va entraîner une insuffisance rénale aiguë. Et alors, quand on règle le problème de la méningite, quand on règle le problème du choléra en ce moment, on va régler le problème d'insuffisance rénale. Il se peut que dans ces situations, qu'on puisse avoir besoin de la dialyse.
c'est également un moyen pour pouvoir, dans ce cas, aider le patient ou aider la personne à récupérer de son insuffisance rénale. Donc, mais dans ce type d'affection aiguë, il faut vraiment traiter le processus aigu, il faut vraiment traiter la maladie aiguë, ce qui est arrivé, le choléra ou bien la méningite. Maintenant, dans le processus chronique, dans une affection chronique, quelque chose qui met du temps pour se mettre en place et qui évolue sur le long terme, comme par exemple l'hypertension artérielle ou comme par exemple le VIH, c'est quelque chose qui a mis du temps, qui a progressivement détruit les reins. Alors là, en ce moment, découvert tôt, on ralentit la progression de la maladie. Et on vous empêche, ou on empêche la maladie d'arriver au stade où on vous dira « Ah monsieur, il faut faire la dialyse ». C'est ça le premier rôle du néphrologue. Mais découvert tard, malheureusement, on est obligé de faire la fonction des reins. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de la dialyse ou des techniques de dialyse, que ce soit la dialyse péritonéale ou la hémodialyse. Alors, on est obligé de faire la dialyse et dans ce cas, c'est une dialyse qui est également une dialyse à vie, une dialyse pour le long terme. Donc une dialyse qui ne va pas s'arrêter parce que malheureusement on en a besoin. Et la dialyse ne s'arrête que si la personne a les moyens de se faire greffer, c'est-à-dire d'avoir un autre. Alors, on parle de dialyse, oui, et vous l'avez dit, en fait, le but, c'est vraiment de faire tout pour que le patient n'arrive pas à ce stade-là où il devra être soumis à ce traitement-là. Mais est-ce que la dialyse sonne, j'ai envie de dire, le glas du patient insuffisant rénal? Mais non du tout. Et c'est bien que vous posez cette question parce que c'est cette connotation que nous avons ici. Et moi, je dis toujours aux gens que moi, j'ai vu des patients qui ont fait 40 ans en dialyse. Ouais. Ce n'est pas que le patient, il a 40 ans, mais le patient est rentré peut-être en dialyse à 40 ans, il a 80 ans actuellement. Donc, c'est pour vous dire que la dialyse, c'est un traitement. C'est un traitement lourd, contraignant, mais c'est un traitement qui prolonge la vie. C'est un traitement qui a des complications comme tout autre traitement, comme le paracétamol, comme, je dis n'importe quoi, comme le petit décongestionnant qu'on utilise. Mais ce traitement a l'avantage de prolonger la vie et ça ne sonne pas du tout le glas du patient insuffisant rénal, ça prolonge la vie et ça fait du bien, ça fait du bien au patient, ça lui permet de continuer ses activités, d'être toujours créatif, d'être toujours de garder ce qu'on appelle une activité physique et professionnelle. Alors, donc, c'est en fait un traitement qui lui permet vraiment de rester en vie. Bien au contraire, ce n'est pas ce traitement-là qui pourrait, comme certains le disent ou certains le prétendent, précipiter, j'ai envie de dire sa mort ou quelque chose dans le genre. Donc, c'est vraiment un traitement qui leur permet vraiment de pouvoir rallonger leur espérance de vie et tout ça. En y parlant, c'est quoi vraiment la dialyse maintenant qu'on est dans le sujet? Comme on est dans le sujet, on va en parler justement. Moi, je dis aux gens que la dialyse, c'est un médicament. Je viens de le dire ainsi. La dialyse, c'est vraiment un médicament. Il faudrait qu'on l'intègre pour qu'on puisse le réaliser. Avant de détailler ce que c'est ce que la dialyse, parce que je vais le détailler un peu, il faudrait que les gens sachent que quand on vient en dialyse, en marchant, on reste en dialyse en marchant. Ok. C'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Mais quand on vient en dialyse, je vais dire, déjà couché à quatre pattes, c'est compliqué de se relever. Mais on y arrive en fonction. Tout cela, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui emmène la patiente ou le patient en dialyse, c'est ça le vrai problème. La dialyse n'est pas le problème. Ce qui amène la patiente ou le patient en dialyse, c'est la maladie en fait qui a entraîné l'insuffisance rénale. Et cette maladie, c'est ça le vrai problème. Laisser les maladies traîner est un facteur de risque d'insuffisance rénale. Donc, laisser les maladies traîner va faire qu'on va avoir une insuffisance rénale et va faire qu'on va rentrer en dialyse. Alors, la dialyse, c'est quoi? C'est une technique qui permet d'échanger des ions entre deux milieux
et qui permet d'échanger les déchets avec des éléments propres. On prend, c'est une machine qui ressemble à un réfrigérateur, un mini réfrigérateur. Et cette machine va avoir pour propriété de prendre de l'eau de ville, de prendre des substrats, va les mélanger et va le mettre en contact avec le sang qu'il va aspirer de l'organisme du patient. Alors, le sang et cette eau mélangée qu'on appelle le dialysa vont échanger du bon et du mauvais et le sang sera épuré. Alors là, le sang va retourner dans la patiente ou chez le patient et voilà comment le mécanisme se passe. Donc, du sang, j'ai envie de dire propre, du sang propre, voilà, sans griffe, sort du patient qui est traité par la machine de l'autre côté et ça revient un peu plus proprement. Et c'est essentiellement un des rôles, ou je ne sais pas si ça fait deux rôles, un des rôles du rein qui est le rôle de l'épuration. C'est surtout ce rôle-là que la dialyse vient remplacer en fait. Voilà, vous avez touché du doigt ce que j'ai manqué de dire. La dialyse va remplacer ce rôle. Alors, il faut comprendre que quand on a insuffisance rénale, la dialyse ne règle pas tous les problèmes. La dialyse va remplacer le rôle d'épuration qui est le rôle principal. Voilà. Et la dialyse ne va pas vous produire le sang, voilà, comme on l'a dit au départ, parce que la dialyse n'envoie pas le message pour l'usine, pour la production du sang. La dialyse n'envoie pas l'érythropoïétine. La dialyse ne va pas solidifier les os, puisque les reins vont solidifier les os. La dialyse ne va pas équilibrer certaines choses dans la finesse. Et ces choses-là doivent être équilibrées par votre alimentation et par votre mode de vie. Donc, c'est ça. Alors, il paraît que la dialyse coûte les yeux de la tête. Il paraît qu'il faut vraiment avoir les moyens de se le permettre, ce traitement. Est-ce que c'est vrai déjà? Bien sûr, c'est vrai. Et déjà, pour vous situer, parce que dans plusieurs pays, par exemple en France, rien que la dialyse coûte entre 2 et 7% du budget de la sécurité sociale. Rien que la dialyse. C'est entre les centaines de milliers de soins qui existent, rien que la dialyse prend entre 2 et 7% du budget de la sécurité sociale. C'est pour vous dire que c'est vraiment des soins qui sont chers. Et au Togo ou dans les pays de la sous-région, il n'y a pas de chiffre exact, mais il faut savoir que l'État investit beaucoup dans la dialyse. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est en termes de milliards, c'est de l'ordre de 5 milliards que l'État investit chaque année et bien plus dans la dialyse. Et c'est pour l'individu qui est insuffisant rénal et qui doit faire la dialyse, lui aussi il investit beaucoup dans la dialyse. Et c'est malheureux parce que personne n'a la capacité de se payer la dialyse sur le long terme. Actuellement, au Togo, la dialyse coûte excessivement cher. La dialyse coûte excessivement cher parce que ce qui revient à la personne comme frais à payer de sa poche est encore trop élevé. C'est plus du SMIC. Chaque fois qu'on fait la dialyse au Togo, il faut dépenser plus que le SMIC qui est à 35 000 francs pour faire la dialyse. Parfois, c'est 2 fois le SMIC pour chaque séance de dialyse, sachant qu'il faut faire 3 fois la dialyse par semaine. Donc, si vous le multipliez chez quelqu'un qui doit faire la dialyse à vie toute l'année, soit 150 séances par an, vous êtes dans l'ordre de 10 millions de francs CFA par an si vous devez faire la dialyse correctement. Voilà, en fait, c'est vraiment cher. Et généralement, c'est ce qui fait que malheureusement les gens pensent que la dialyse ne fait pas du bien. Parce que quand on commence, financièrement, on s'épuise à un moment donné. Et après, on arrête peut-être. Et la maladie rénale reprend le dessus. Et l'insuffisance rénale avec les complications emporte le patient. Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vrai que ça interpelle vraiment tout le monde
pour agir là où, quand il faut agir et quand on peut agir, c'est-à-dire au niveau de la prévention, pour ne pas arriver vraiment à ce stade-là où on passe son temps vraiment à s'épuiser pour ce traitement-là. Mais comme vous dites, c'est vraiment un traitement qui permet quand même de pouvoir assurer une certaine qualité de vie à la personne dialysée. Alors, est-ce que vous aurez approximativement, est-ce que déjà au Togo, la dialyse se fait dans le public, dans le public ou dans le privé déjà? Ben, dans les deux. Je vais dire que malheureusement, pour le moment, le centre public Oui. qui fait de la dialyse n'est qu'à Lomé. Et on a des perspectives pour développer d'autres centres dans l'intérieur du pays, mais ça fait vraiment un gros problème pour l'accès à la dialyse. Et la dialyse n'est plus un luxe, la dialyse est un soin comme tous les autres. Un patient qui habite à Takpamé doit faire près de 200 km pour faire la dialyse. Un patient qui habite à Kara doit faire près de 400 km pour faire la dialyse, c'est compliqué. Donc, c'est le centre qui fait la dialyse au Togo est à Lomé, le centre public qui fait la dialyse au Togo est à Lomé. Mais il y a d'autres centres privés qui font de la dialyse. Et il faut comprendre que partout ailleurs dans le monde, c'est vraiment quelque chose qui se fait entre le privé et le public. C'est vraiment du partenariat public-privé parce que c'est tellement des soins qui coûtent cher que l'État seul ne peut jamais affronter le problème des soins et les soins de dialyse. Il faut vraiment qu'il y ait de l'investissement privé qui accompagne cela. Ok, super. Alors, on a parlé de l'insuffisance rénale, de la transplantation, vous en avez parlé. Est-ce que ça se fait chez nous, peut-être chez nous ici au Togo et on va dire dans la sous-région ou en Afrique? Bien sûr, un de mes maîtres, le professeur Nguessan, est en Côte d'Ivoire, oui. Et à Abidjan est le chef du programme de transplantation rénale. Je profite d'ailleurs pour le saluer, pour le remercier pour toute la formation qu'il nous a donnée. Et je pense que c'est des personnes à encourager parce qu'il est parti de nulle part, vraiment de zéro pour mettre ce programme en place. Abidjan, c'est à moins de 750 km de Lomé. On fait de la transplantation là-bas, on fait la greffe. Il y a quasiment maintenant chaque mois des séries de transplantation de greffe rénale en Côte d'Ivoire. Et au Togo, on n'a pas encore cette technologie, malheureusement. Il faut former d'abord assez de néphrologues. Il faut qu'il y ait des urologues. Il faut qu'il y ait l'équipement, l'infrastructure, les blocs opératoires il faut de l'immunologie, il faut vraiment qu'on ait des laboratoires qui soient réactifs dans le dosage des médicaments, dans le dosage de ce qu'on appelle HLA. Il faut qu'on ait ça. Et avec maintenant ensuite le pouvoir financier que l'État va mettre, on peut créer cela. Alors, on parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait très tôt déjà commencer par dépister certaines maladies rénales chez des personnes. Récemment, il y a une histoire ici au Togo qui nous bouleverse, c'est l'histoire d'un enfant de rue qui est suivi dans une association de la place qui est atteint d'une insuffisance rénale chronique. Alors, comment ça peut se faire qu'un enfant déjà souffre d'une maladie déjà à un jeune âge puisse souffrir déjà d'une maladie à un stade aussi avancé, on va dire? Je viens de le dire tout de suite, c'est que toute maladie mal traitée entraîne une insuffisance rénale. Vraiment, on le prend comme n'importe quoi, mais je donne un exemple, c'est même les affections de la peau peuvent entraîner une insuffisance rénale. C'est souvent, on ne l'imagine pas. Hein, même les médicaments que les médecins donnent, que les médecins prescrivent peuvent entraîner une maladie rénale. La surconsommation d'anti-inflammatoires va entraîner une insuffisance rénale. Et n'importe quoi va entraîner une insuffisance rénale. Et l'insuffisance rénale n'a pas d'âge. Que ce soit un enfant, un sujet adulte ou un sujet âgé, on peut avoir une insuffisance rénale. Alors, ce qui arrive souvent chez les enfants, c'est que parfois on a une insuffisance rénale qui est aiguë. Peut-être un paludisme,
grave qui entraînait une insuffisance rénale. Mais le paludisme ayant été mal pris en charge, l'insuffisance rénale ayant persisté, cela va malheureusement laisser des cicatrices rénales. Et quand certaines parties du rein sont endommagées, ces parties ne régénèrent plus. Et cela va faire que le peu de rein qui est là, qui est fonctionnel, va travailler de façon exagérée et le rein va vite mourir. Alors l'enfant, il va avoir 7 ans et il va avoir une insuffisance rénale chronique parce qu'il a commencé une maladie à l'âge de 5 ans ou à l'âge de, je dis n'importe quoi, 4 ans. Et il faut savoir qu'il y a des maladies également génétiques qui vont entraîner une maladie rénale à la naissance. Et vous entendez parfois, on parle de syndrome néphrotique. Et il y a certains syndromes néphrotiques qui viennent à la naissance. On parle de syndrome néphrotique congénital. Et c'est lié à des trucs un peu spéciaux qui manquent dans l'architecture du rein. Et quand ces trucs manquent, malheureusement, le rein n'a plus la capacité de retenir ce qu'il faut retenir. Et les protéines vont sortir exagérément. Et ces protéines vont abîmer le rein petit à petit, ce qui va faire qu'un enfant, à l'âge de 2 ans, va faire une maladie rénale chronique et qui va évoluer quand elle est mal prise en charge. Donc, votre enfant dont vous parlez a eu peut-être ça. Et on en rencontre beaucoup. Ce qui fait que on a nos collègues et les néphropédiatres qui s'occupent de ces enfants. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vraiment rendre hommage à notre maître, le professeur Adonis, et qui est l'une des néphropédiatres francophones les plus connues que nous avons perdues dans des situations tragiques. Et vraiment que la terre nous soit légère. Alors déjà, c'est triste parce que déjà, on ne doit pas en avoir beaucoup et voilà, les seules ou les premières vraiment à se lancer dans ce défi-là, voilà, la vie en décide autrement. Voilà, ce qui me fait vouloir poser la question, est-ce qu'on en a déjà beaucoup ici, des médecins néphrologues, des médecins spécialistes du rein au Togo? Non, on n'en a pas beaucoup. Le Togo, je pense dans l'UEMOA doit être le pays qui a le moins de néphrologues, le plus faible ratio d'ailleurs par habitant. Et il faut que les investisseurs privés aussi sponsorisent ou aident la jeunesse à se former. Et il faut que l'État également fasse de ce qu'il y a de mieux également pour former, pour stimuler les jeunes à embrasser la carrière. Actuellement, on a moins de 5 néphrologues au Togo pour 7 millions d'habitants ou plus. Il y a même moins d'un médecin pour 1 million d'habitants, moins d'un médecin néphrologue pour 1 million d'habitants. Donc, c'est vraiment pour dire qu'on ne fait rien. Si on voit dans les pays voisins où ils sont une vingtaine, une quarantaine de médecins néphrologues, c'est que nous sommes très loin de ce qui doit se faire. Et pour le moment, on n'a pas de néphropédiatre. On n'en a pas au Togo. De spécialistes de la maladie rénale chez les enfants. Chez les enfants, on n'en a pas. Bientôt, je pense qu'on aura un collègue néphropédiatre qui va revenir, enfin qui est là déjà, et qui va nous aider à faire ce que nous débrouillons à faire. Voilà. Super. Nous avons une question qui revient assez souvent. Vous avez sûrement entendu parler, soit sur les réseaux sociaux, soit à la télé, mais il y a plein de personnes aujourd'hui qui font de la publicité de médicaments ou de remèdes censés épurer le rein, de médicaments censés booster ou épurer, ou souvent il y a plusieurs adjectifs qu'on utilise comme ça pour ces pratiques-là. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Bon, je pense deux choses. Je pense que il y a plusieurs travaux qui se font dans les universités. Et je pense que notre système pêche parce qu'on ne communique pas beaucoup. Et je pense que nos maîtres qui sont dans les facultés des sciences, dans les écoles supérieures d'agronomie, de botanique, doivent communiquer davantage. Je pense que c'est à eux de communiquer davantage sur ce qui se fait, ce qui doit être fait et ce qui est connu.
Parce que en science, on a une méthode donnée et cette méthode, c'est de décrire quelque chose, de savoir quels sont les effets que cela a pour pouvoir l'utiliser sur les rats, sur le cochon et puis sur l'humain. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que toutes ces plantes qui sont citées, les descriptions ne sont pas claires et les procédés, comme on le dit, pharmacologiques ne sont pas clairs. Nous, en tant que néphrologues, nous ne pouvons pas défendre aux gens de prendre cela. Parce que malheureusement, nous n'avons pas fait de travaux dessus. Mais nous savons qu'il y a des travaux qui existent dans les universités, dans les facultés des sciences. Et je pense que c'est le lieu de faire appel à tous nos maîtres qui ont fait ces travaux, de vraiment publier ces travaux, de vraiment médiatiser ces travaux, et pour qu'il y ait de l'innovation scientifique également, pour qu'eux ils puissent conditionner ces plantes, pour qu'ils puissent isoler les principes actifs, pour qu'ils puissent nous dire exactement de quoi il s'agit. Parce que sur les réseaux, vous savez très bien qu'il y a du bon et du moins bon, et parfois du très faux. Donc voilà. Ma question c'est, est-ce que sur le principe, ça peut se dire épurer le rein, c'est-à-dire utiliser un médicament pour épurer, c'est souvent les termes utilisés, épurer le sang, épurer le rein. Est-ce que sur le principe, c'est quelque chose qui peut exister ou qui existe? Sur le principe, le rein épure le sang. Voilà. C'est pas l'inverse. Voilà ce que, sur le principe, ou si on doit aller sur des terminologies, le rein épure le sang. Okay. Voilà, maintenant, s'il faut dire épurer les reins, je pense que ça sonne un peu faux. Ça sonne un peu faux. Maintenant, il faudrait que les gens qui le disent expliquent ce qu'ils veulent dire par là. Peut-être c'est, je sais pas, dire, nous en néphrologie, on a une terminologie, on dit qu'on fait de la néphroprotection. On dit qu'on protège les reins en réalité. On protège les reins contre des agressions. Et c'est ça en réalité. Et, les médicaments, comme Madame Rose l'a dit au départ, certains médicaments vont agresser les reins. Alors, on va dire, le néphrologue va vous dire, ne prenez pas ce médicament. Là, on fait de la néphroprotection. Ou parfois, certains examens, quand par exemple, on demande à quelqu'un de faire un examen très spécialisé, on dit un angioscanner, un truc comme ça, ça va agresser les reins. Et le néphrologue va dire, avant de faire cet examen, vous devez faire cela ou vous devez arrêter ce médicament. On fait de la néphroprotection. D'accord. On n'épure pas les reins. D'accord. Ouais. C'est souvent l'inverse en fait. Je pense que le principe dans la tête j'essaie de me mettre à leur place, c'est de se dire que voilà, c'est qu'il y aurait des déchets, vu que souvent c'est le même principe dont on parle, qu'il y aurait des déchets qu'on aurait des déchets un peu partout dans l'organisme et que ces médicaments serviraient en fait à nettoyer ces différents organes là qui sont censés normalement nettoyer notre organisme, ou disons nettoyer le sang de ces déchets. Alors donc on a compris que sur le principe c'est plutôt le rein qui est pur et pas l'inverse. Alors nous avons, je pense, une ou deux dernières questions. Si les internautes en ligne ont d'autres questions, nous avons peut-être encore une quinzaine de minutes, le temps de les passer rapidement au docteur. Alors, quelles sont les mesures préventives qu'on peut utiliser généralement pour éviter une maladie rénale? Et je vais faire des catégories. D'accord. Je vais faire des catégories et je vais dire qu'en fonction des catégories, les mesures peuvent être différentes. Et la première catégorie, c'est vraiment la catégorie des enfants. Et c'est de faire toutes les vaccinations. Hein. Oublions tout ce qui entoure l'OMS, les vaccinations, tout ça. Excusez-moi le terme. Il y a plein de conneries qui circulent sur Internet actuellement. Et si nous ne faisons pas les vaccinations, ce sera une hécatombe. Hein? La rougeole fait des ravages, la tuberculose fait des ravages, le tétanos font des ravages. Tout cela peut entraîner une maladie rénale. Donc il faut faire les vaccinations chez les enfants. Il faut faire une bandette urinaire une fois par an. Ça,
je reviens là-dessus chez les enfants. Je pense que c'est essentiel et chaque fois que l'enfant tombe malade, il ne faut pas rester à la maison, il faut l'emmener à l'hôpital. Je l'ai dit au départ, une angine, des oreillons, une carie dentaire peut entraîner une maladie rénale chez les enfants. Donc, il ne faut pas rester à la maison, il faut l'envoyer à l'hôpital. Il faut arrêter, ça vient chez les enfants et chez les adultes, les sujets pas âgés mais adultes, il faut arrêter l'automédication. C'est-à-dire, je prends tétracycline à la maison, je prends ibuprofène à la maison, ibucap, ibumol. Vraiment, les anti-inflammatoires, il faut qu'on les diminue. Les anti-inflammatoires, c'est vraiment néfaste pour les reins. Il faut les diminuer. Les anti-inflammatoires, la première classe à diminuer, la deuxième classe, les antibiotiques. Hein. Il faut les diminuer. Il ne faut pas les consommer, sauf si c'est un médecin qui vous la prescrit. Voilà. Et maintenant, ça c'est l'automédication, je vais dire, moderne. Maintenant, l'automédication traditionnelle non plus n'est pas bonne. Hein? C'est-à-dire que moi-même, je sais que limon et patiment font quelque chose et je ne connais pas le dosage. Et quoi qu'on dise, les anciens qui nous donnaient les plantes, ils savaient faire les dosages et ils savaient diluer. Et moi, je reviens là-dessus. Nous, en tant que néphrologues, on a de la peine à dire aux gens ne prenez pas. Mais on leur dit ne prenez pas si vous ne savez pas. Parce qu'on sait que si c'est un ancien qui est au village, il vous dira prenez dans un demi-verre d'eau avec machin. Il vous donne des précisions, c'est comme une posologie. Oui. Mais en vie, parce qu'on a vu le vieux le faire une fois, on le prend plusieurs fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, parce qu'on n'est pas guéri et on commence à avoir une infection rénale. Donc, il faut éviter aussi bien l'automédication moderne que traditionnelle. Et maintenant, surtout pour les sujets adultes, c'est de prendre vraiment de bonnes habitudes. C'est d'éviter le sel ou de diminuer le sel. C'est de faire un peu d'activité physique, 30 minutes de marche par jour, c'est suffisant. C'est surtout de s'hydrater abondamment, de boire de l'eau, à peu près 1,5 litre par jour. Hein, moi j'ajoute pour les filles, c'est de ne pas garder les urines parce que ça va entraîner les infections urinaires. De ne pas garder les urines. Si on a envie d'uriner, il faut aller uriner, de ne pas garder les urines parce que, je dis n'importe quoi, on est en réunion ou on est au marché. C'est aussi comme conseil, chez la femme enceinte, j'insiste là-dessus, chez la femme enceinte, c'est de faire les CPN, les consultations prénatales, faire une prise de tension et une bandelette urinaire jusqu'à la fin de la grossesse et même après la grossesse. Donc, c'est important. Maintenant, chez les sujets âgés, de façon générale, il faut se contrôler au minimum une fois par an. Se contrôler pour l'hypertension artérielle, pour le diabète, pour voir si on n'a pas une affection tumorale, une prostate ou un cancer du col chez la femme. Voir cela, c'est un check-up, c'est obligatoire chez le sujet âgé. Pour voir, parce que toutes ces affections rénales peuvent entraîner une maladie, toutes ces affections peuvent entraîner une maladie rénale. Et c'est de s'hydrater beaucoup, abondamment et abondamment. Voilà. Voilà, il y a M. Emmanuel qui posait la question de façon habituelle, est-ce que boire beaucoup d'eau est bon pour les reins? Oui. Et est-ce qu'il y a un moment en particulier où on devrait boire de l'eau par exemple? Il faut boire énormément, il faut boire tout le temps. En réalité, chaque fois que l'organisme vous le réclame, il faut boire. On doit boire au minimum 1,5 litre par jour. Mais en fonction de l'activité qu'on fait, on va boire plus. Celui qui est, je dis n'importe quoi, il est docker au port, s'il boit 1,5 litre, ça ne suffira jamais. Parce qu'il travaille sur le soleil, il dépense il dépense beaucoup de calories, il va transpirer, il doit boire au-delà de 2 litres, celui-là. Celui qui est la bonne dame qui vend l'équitation au marché, elle marche plus, donc elle doit boire plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut boire sur toute la journée. Si vous buvez 1,5 litre le matin, vous ne buvez rien d'autre dans la journée, vous êtes à risque de former des précipitations qu'on appelle des lithiases. C'est pas bon. Il faut boire sur toute la journée. Il faut boire petit à petit sur toute la journée. Et je pense que c'est l'idéal. Ok. Donc voilà, minimum ou en moyenne 1,5 litre par jour à répartir sur toute la journée. Super. Je pense que
Je pense qu'on a un petit peu fait le tour des questions des internautes. Il y en a un petit peu fait le tour des questions que nous avions pour vous. Alors, on va peut-être vous donner la parole pour nous donner peut-être des derniers conseils, un dernier mot avant que si il y a encore une ou deux questions qu'elle apprenne, mais que nous puissions clôturer ce sujet-là qui traitait essentiellement de maladies rénales, mais aussi et surtout de comment prendre soin de ces reins. Alors, si vous avez un dernier mot ou quelque chose à dire, des conseils. Non, mais la première chose que je dois dire, c'est que là, ça fait 6 mois que je suis néphrologue à Cara, donc à 400 km de Lomé. C'est pour dire que la médecine se décentralise également et la spécialité néphrologique est au nord du pays. Ça va décongestionner le CHU Sylvanus-Olympio, ça va rapprocher un peu cette spécialité de la population, surtout rurale également. Et il faudrait que les gens comprennent que le néphrologue n'est pas là que pour indiquer la dialyse, c'est-à-dire pour dire on fait la dialyse. Non, le néphrologue est là pour prévenir toutes les maladies qui vont évoluer jusque-là. Et quand les maladies évoluent là, le néphrologue est là pour faire cela dans de bonnes conditions et proposer d'autres types de traitements aux patients. Et dans la foulée, il faut que les gens, il faut qu'on apprenne à vivre avec les maladies chroniques et qu'on sache que l'insuffisance rénale chronique, ce n'est pas une fatalité. Qu'on a une insuffisance rénale chronique, on peut être banquier, on peut être cadre administrateur, on peut être agriculteur et faire ses activités. Il suffit de venir voir correctement le néphrologue pour qu'il puisse vous programmer ce qu'il y a lieu de faire. Et je vais finir par lancer un appel au pouvoir public, aux bonnes volontés pour aider le CHU Cara à s'équiper et à avoir l'infrastructure nécessaire pour accompagner cette spécialité. Et enfin, pour la population, je dirais que rien ne vaut la santé. Rien ne vaut la santé. La santé n'a pas de prix, mais a un coût. Et il faut qu'ils sachent que venir à l'hôpital, ça coûte, mais ça maintient les gens en vie. Donc, moi, je les exhorte à venir à l'hôpital s'il y a un problème. Alors, on a une toute petite dernière question qui parlait de stress. L'internaute qui parlait que le stress peut aussi augmenter nos facteurs à faire une maladie rénale. Donc, il aimerait savoir si c'est vrai. Le stress directement ne va pas entraîner une maladie rénale. Le stress à travers des mécanismes très compliqués va entraîner une maladie rénale via les hormones du stress, que ce soit le cortisol ou que ce soit l'adrénaline, qui vont peut-être développer une tension artérielle et tout, vont entraîner une maladie rénale et qui sera progressive et qui va peut-être endommager les reins. Voilà. Alors merci beaucoup, docteur. Je pense qu'on a fait le tour sur la maladie rénale. On a parlé des signes, on a parlé des facteurs de risque, on a parlé de ces personnes-là qui sont plus à risque que d'autres de développer une maladie rénale. On a parlé un petit peu d'insuffisance rénale, on a parlé de dialyse, on a parlé vous avez insisté sur le fait que, voilà, on a parlé de transplantation, vous avez insisté sur le fait que la dialyse, ce n'était pas une fatalité, que ça ne signait pas la mort du patient qui était sous ce traitement-là. On a parlé aussi des autres maladies, un petit peu d'autres maladies rénales, un petit peu. On a parlé des autres formes de traitement de maladies rénales. Et on a aussi beaucoup parlé de prévention, de comment prévenir les maladies rénales. On a essayé de les séquencer un petit peu, que ce soit chez l'enfant, chez l'homme, chez la femme enceinte aussi, et aussi chez les groupes qui sont à risque. Et voilà, vous avez fini en donnant quelques conseils. Merci beaucoup, Dr Amekoudi. C'était une émission très, 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 très riche en informations. J'espère que tout le monde a été...
satisfait, tout le monde a été satisfait, tout le monde a compris un petit peu tout ce qui tournait autour du rein. C'était l'émission La vie du spécialiste. On était là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la santé de vos reins, pour vous dire un petit peu tout ce qui tournait autour de ça et on espère que le spécialiste a répondu à la plupart de vos questions. Nous allons continuer un petit peu sur le sujet jusqu'à la semaine prochaine, vous livrer encore quelques informations qui tournent autour du rein pour vraiment essayer de vous rendre un peu plus outillés. Et on le dit souvent, la maladie tue, mais l'ignorance tue encore plus. Alors rapprochez-vous encore plus de l'information, partagez cette vidéo. Et si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à mettre-les en commentaire. Nous répondrons à ces questions. Et si nous ne pouvons pas, nous allons nous adresser au spécialiste qui va se faire un plaisir de vous donner des éléments de réponse. Alors, merci encore à tout le monde et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de La vie du spécialiste. Allez.